Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis Sandra Dagenet, conseillère en transformation alimentaire pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Julie Pivin et Abdel Hareba, ainsi que de Dany Durand de Transformation. Ensemble, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions chaleureusement pour votre présence à ce webinaire intitulé Percer le marché HRI, guide pratique pour les transformateurs alimentaires. Avant d'aller plus loin, je cède la parole quelques instants à Dany Durand de Transformation. Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir d'être ici avec vous. Je prends juste une petite seconde en fait pour vous annoncer qu'on a un projet qui est en cours, qui s'en vient bientôt. Donc, restez à l'affût, ça s'en vient très bientôt pour plus d'informations. Et puis, le projet en fait se veut des capsules informatives vidéo pour les transformateurs qui débutent. Et puis, l'idée en fait, c'est de passer des connaissances des gens qui ont déjà fait des parcours en transformation alimentaire pour en fait aider les futurs gens qui veulent prendre le même chemin, en fait. Donc, dans les prochaines semaines, là, vraiment, ça s'en vient, ça va débuter très bientôt. Et aussitôt qu'on a de l'information, on va le partager avec vous avec grand plaisir. Merci, Dany. On a tous bien hâte de présenter ce projet-là aux transformateurs. Ça va être vraiment agréable. Donc, tout au long de ce webinaire, vous pouvez utiliser le clavardage pour poser vos questions. Si nous n'avons pas la réponse à certaines questions, nous vous les enverrons par courriel après le webinaire. Cette rencontre, d'une durée de 60 minutes, est enregistrée. Vous pourrez la revoir sur la chaîne YouTube du MAPAC, tout comme nos derniers webinaires. Cette année, nous orientons nos webinaires sur la croissance et le développement de nouveaux marchés. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le sujet d'aujourd'hui, percer le marché des hôtels, restaurants, institutions, ce qu'on appelle là, en raccourci les HRI, guide pratique pour les transformateurs alimentaires. Ce partage vise à démystifier la réglementation qui s'y rattache, à connaître les attentes ainsi que les contraintes du secteur et à comprendre comment il est possible d'ajouter cette mise en marché qui semble parfois inaccessible pour une entreprise de transformation alimentaire. En plus de vous faire découvrir leur organisation, nos trois invités aborderont la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, les possibilités, les limites, les résultats encourageants et comment faire encore plus et mieux. Des exemples concrets d'application dans deux organisations de la Montérégie, soit le CI3S de la Montérégie Centre ainsi que l'entreprise L'Effet Bœuf, agrotransformateur de Saint-Robert. Je vais vous les présenter en détail un petit peu plus tard. Et nous terminerons par l'accompagnement disponible pour soutenir les initiatives pour les entreprises qui veulent se lancer là, dans cette mise en marché. Donc, sans plus tarder, j'invite maintenant Mme Rosemary Perron-Gagnon à ouvrir sa caméra et à partager sa présentation pour la première partie. Donc, Rosemary, elle est agroéconomiste de formation et elle travaille au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation depuis 2018. En 2024, elle devient coordonnatrice stratégique à l'achat local institutionnel. Donc, à ce titre, elle est responsable des dossiers liés à la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, la SNAC. Et dans un premier temps, elle vous expliquera en quoi consiste cette stratégie ainsi que les impacts réels observés. Elle reviendra aussi à la fin de la présentation pour vous donner un aperçu de l'accompagnement possible. Donc, Rosemary, à toi la parole. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour tout le monde. Donc, comme ça a été dit, moi, je vais venir vous parler un peu plus davantage du contexte que représente la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, la SNAC, de son petit nom, qui est une politique publique là, qui vise à accroître l'achat d'aliments locaux dans nos institutions publiques au Québec et qui est portée par le MAPAC à ma direction. Donc, de manière générale, là, la SNAC, on s'intéresse
plus particulièrement au marché institutionnel, au I du HRI à ce moment-là. Donc, marché institutionnel, qu'est-ce qu'on entend par ça? On ne parle pas de la restauration commerciale, on ne parle pas de l'hôtellerie non plus, on parle plutôt des organisations publiques, parapubliques, mais aussi privées qui offrent des services alimentaires là, dans le cadre de leurs activités. Donc, la restauration, les services alimentaires, ce n'est pas leur première activité économique, là, c'est davantage d'autres activités là, institutionnelles, mais où est-ce qu'on offre des services alimentaires dans le cadre de ces activités-là. Donc, ça inclut aussi du privé, mais nous, on s'intéresse plus particulièrement aux institutions publiques, à ceux sur lesquels on a une certaine ascendance là, de gouvernance. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'au public, il y a une loi sur les contrats des organismes publics qui régule, qui encadre là, comment sont octroyés les contrats publics, les contrats d'approvisionnement, les contrats de services. Tout ça pour assurer une plus saine gestion des fonds publics et pour respecter aussi là, une réalité importante à tenir compte, c'est les accords de libre-échange, les accords commerciaux qui s'appliquent là, sur les contrats publics, sur les marchés publics qu'on appelle, là, mais je vais m'en tenir à contrat public dans ce contexte-ci. Donc, les règles des accords de commerce s'appliquent sur les contrats publics, ce qui fait en sorte qu'on doit composer avec un aspect de non-discrimination des produits des fournisseurs sur la base de leur provenance, puisque le Canada s'est engagé à ouvrir ses marchés à la concurrence étrangère. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de possibilités de faire de l'achat local, puis c'est pour ça qu'on déploie là, la stratégie. Quand même une réalité logistique et administrative pour les établissements institutionnels publics et privés. Là. On va notamment retrouver beaucoup de contrats regroupés en grandes catégories de produits. On va trouver beaucoup de distributeurs alimentaires qui sont à contrat. Là, je vous parle des grandes généralités. Il y a évidemment plusieurs cas de figure là-dedans, là, mais on va souvent faire affaire avec des distributeurs alimentaires parce qu'il y a un aspect logistique là, au niveau du nombre de portes, au niveau de la fréquence des livraisons, au niveau d'un besoin d'approvisionnement continu plusieurs fois par semaine là, qui implique là, une distribution assez rigoureuse. Puis, on va aussi avoir là, dans les milieux institutionnels des services alimentaires qui sont gérés par des concessions alimentaires privées ou encore là, la présence de traiteurs privés également là, qui vont fournir le service alimentaire dans ces établissements-là. Au niveau des types de contrats, là, comme je disais, c'est des grandes catégories de produits là, pour faciliter un peu la gestion transactionnelle, la gestion des approvisionnements. On parle souvent des grandes catégories comme les produits d'épicerie, produits emballés, transformés, un contrat pour les viandes, pour les produits laitiers, pour les produits de boulangerie, les fruits et légumes frais, le café et les équipements. Puis des contrats un petit peu plus spécifiques parfois, là, des contrats de collation dans les écoles, des berlingots de lait, on voit encore ça beaucoup. Puis des contrats de concession alimentaire de traiteurs, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est des grandes catégories, là, juste pour mettre un petit peu la table de ce que ça peut représenter, le marché institutionnel. Par contre, je me répète, là, mais il y a aussi beaucoup de cas d'achat de gré à gré. On peut voir des plus petits contrats avec des fournisseurs directs aussi là, qui existent sur ce marché-là et qui sont de plus en plus fréquents, j'oserais dire. Donc, au niveau de la stratégie, la SNAC, mais l'objectif de cette stratégie-là, c'est d'amener les institutions publiques à prioriser les aliments québécois autant que possible dans leurs approvisionnements, ce qui est quand même un bon défi. Notre indicateur qu'on suit là, dans le cadre de la stratégie, dans la planification stratégique du ministère, c'est la proportion des établissements publics visés qui ont une cible d'achat d'aliments québécois. Puis on vise là, le réseau de la santé, de l'éducation puis de l'enseignement supérieur, environ 1800 établissements, parce que c'est vraiment là qu'il y a environ 80% des achats d'aliments, les achats publics d'aliments se font dans ces réseaux-là. Donc, on veut que ces institutions-là se fixent des objectifs organisationnels pour augmenter l'achat d'aliments québécois. Donc, notre défi, c'est ça, augmenter l'achat d'aliments québécois, mais dans le respect des accords de commerce, le respect du cadre réglementaire, à l'intérieur des budgets qui sont octroyés aux établissements, parce que c'est une réalité, on est au gouvernement, on a des budgets, l'argent ne vient pas de nulle part, donc il faut quand même avoir ça en tête, évidemment. Il faut aussi tenir compte de la réalité des besoins des milieux, des milieux institutionnels, des établissements publics là, qui ont une réalité assez particulière à composer, là, particulièrement, je dirais, dans le réseau de la santé. Là, ils ont des clientèles de toutes sortes, là, avec des besoins très variés et pointus qu'il faut absolument respecter. Puis aussi, l'autre défi, c'est de faire plus d'achats à partir de l'offre bioalimentaire locale avec les chaînes d'approvisionnement qu'on a au Québec.
Donc, l'approche de la stratégie, c'est de créer un incitatif au niveau des institutions publiques pour qu'ils s'engagent à acheter davantage de produits québécois là, dans une perspective d'alimentation continue. C'est vraiment d'amélioration continue, pardon. C'est vraiment comme ça qu'on le travaille dans la stratégie. Donc, en se fixant des cibles, puis en ayant des cibles qui sont déterminées par les institutions elles-mêmes, elles peuvent viser à accroître cette cible-là là, de manière graduelle dans le temps. C'est vraiment cette dynamique-là d'amélioration continue qu'on essaie d'instaurer dans les institutions publiques et qui fonctionne assez bien. Donc, une fois qu'on a cet incitatif-là, ce n'est pas tout de vouloir faire de l'achat québécois, il faut ensuite le faire, le dit achat québécois. Donc, dans la SNAC, on travaille à outiller les acheteurs publics pour optimiser leurs achats. On travaille aussi au niveau des entreprises là, pour les soutenir à accéder au contrat public, qui est un défi en soi, puis là, ultimement, amener à un plus grand arrimage là, entre l'offre locale puis la demande du milieu institutionnel. Donc, pour faire ça, on mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Donc, comme je disais, autant au niveau de la demande des institutions publiques, autant au niveau des entreprises, des producteurs, des transformateurs, mais aussi ceux qui joignent le milieu, les intermédiaires. Je pense aux concessions alimentaires, je pense aux distributeurs, je pense aux traiteurs. Donc, il faut vraiment pouvoir travailler avec tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir créer des chaînes qui sont locales puis ancrées dans leur territoire. Donc, on déploie plusieurs actions variées pour augmenter la demande, les achats, puis on travaille là, avec plusieurs partenaires, je vous les mets à l'écran, pour appuyer les différentes parties prenantes, autant au niveau des institutions que des entreprises. Donc, on a travaillé avec 8 partenaires dans le cadre de la stratégie. Là. Il y a quelques partenariats qui sont arrivés à leur fin, mais on continue de poursuivre le travail avec 6 partenaires. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les leviers d'accompagnement disponibles pour vous. Je voulais quand même revenir là, assez vite sur les résultats de la stratégie. On en est à ce jour. C'est 93% des établissements visés qui ont une cible d'achat d'aliments québécois. Ça, c'était en date de cet automne. On est en ce moment en période de reddition de compte, donc on va pouvoir avoir une progression de cette cible-là là, sous peu, mais officiellement, on était à 93% là, cet automne. Donc, quand même, une bonne progression depuis le mince 10% duquel on était parti initialement. Au niveau de ce qu'on est capable de quantifier, ça c'est un des grands défis de la stratégie, d'aller mesurer là, tout ce qu'on achète dans les institutions publiques puis de déterminer qu'est-ce qui est québécois, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un portrait qui se raffine là, de jour en jour et on continue de raffiner cette quantification-là, ce suivi des achats, mais on en est aujourd'hui à 43% des achats alimentaires qui proviennent du Québec dans nos institutions publiques. C'est un petit peu en dessous de ce qui est acheté au détail, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de place à l'amélioration, puis il y a beaucoup de variabilité aussi entre les établissements. Il y en a qui sont de loin nettement au-dessus de ce 43%-là, il y en a quelques-unes qui sont en dessous de ça. Donc, il faut prendre les institutions publiques là où ils sont, puis les outiller à faire plus d'achats dans leur réalité. Ce n'est pas la même chose travailler à Montréal en approvisionnement que travailler sur la Côte-Nord là, ou dans d'autres régions éloignées. Donc, on les accompagne tous et chacun là où ils sont, puis idéalement le plus possible selon l'offre dans leur territoire. Je voulais vous le ventiler aussi par réseau. C'est quand même intéressant de voir que ça varie d'un réseau à l'autre. Dans la santé, on est à 42,6 %, l'éducation 44,8 % et l'enseignement supérieur 46,6 %. Nous, on pense que dans l'enseignement supérieur, déjà, le type d'établissements qui sont là-dedans, les cégeps, les universités, ont une clientèle là, qui pourrait être davantage à l'affût à la recherche d'aliments locaux, davantage préoccupés par ce type de dimension-là dans leurs achats alimentaires. Donc, on pense qu'eux autres mènent le peloton à cause de cette clientèle-là, mais aussi à cause de leur façon de fonctionner. Dans la santé des services sociaux, c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de repas, il y a beaucoup plus de volume, là, donc faire des changements, c'est un petit peu plus difficile, ce qui pourrait expliquer qu'ils soient les derniers du peloton. Mais je trouve ça intéressant, plus particulièrement intéressant de regarder là, la quantification des achats d'aliments québécois par catégorie de produits. C'est intéressant comme ça. Nous, on peut voir où est-ce qu'on a du travail à faire, où est-ce qu'on doit accompagner les secteurs, comment on doit travailler avec les intermédiaires, avec les chaînes d'approvisionnement pour favoriser l'approvisionnement local. On voit qu'au Québec, protéines végétales, protéines animales, produits laitiers, ce sont des grandes productions qu'on a par chez nous et on se classe assez bien. Là, on dépasse le 50% d'approvisionnement local dans ces catégories de produits-là. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire là. Au niveau des poissons et fruits de mer, ça c'est vrai aussi au détail. On sait qu'on a une tendance au Québec à exporter ce qu'on produit puis importer ce qu'on consomme. Et c'est malheureusement le cas aussi sur le marché institutionnel. Donc, on essaie de travailler là-dessus particulièrement pour voir comment on peut changer un peu ce qu'on va demander, comment on peut organiser nos chaînes d'approvisionnement pour que ça puisse desservir le milieu institutionnel. Même chose pour les fruits et légumes. C'est sûr qu'au Québec, on a le défi de la saisonnalité. On a aussi
un peu moins de produits transformés de fruits et légumes, ce qui est assez recherché là, dans les institutions publiques, que ce soit pour les collations pour les enfants, que ce soit les produits qui sont vendus à la cafétéria. On veut une certaine variété, des fois, qui est un peu difficile d'aller chercher là, dans les produits québécois quand on n'est pas suffisamment innovant. Donc, il faut peut-être revoir un petit peu qu'est-ce qu'on va aller demander comme produit, qu'est-ce qu'on peut développer aussi comme produit à partir de l'offre locale pour répondre aux besoins du milieu. Puis finalement, on a les aliments préparés, là, où est-ce qu'on est dans les aliments un petit peu plus de spécialité. Je pense souvent au lait en poudre, aux patates en poudre, aux suppléments nutritifs, là, les ensures, les boosts de ce monde qui n'ont pas d'équivalent québécois, malheureusement, qui nous proviennent donc principalement des États-Unis, pour lesquels on essaie là, d'amener aussi soit des produits équivalents, des produits complémentaires ou carrément revoir les pratiques là, pour tasser ces produits-là qu'on importe au bénéfice de produits locaux. Donc, c'est là-dessus que je terminerai pour le moment. Je vais vous revenir un petit peu plus tard là, pour vous parler des leviers d'accompagnement qui sont disponibles pour vous. Merci beaucoup, Rosemary, d'avoir démystifié un peu qu'est-ce que c'est cette stratégie, puis de semer l'idée que ce marché il peut être plus accessible que ce qu'on pense et en ayant là, justement les secteurs où il y a plus de travail à faire, ben, ça nous aide, là. Donc, effectivement, on te retrouve là un petit peu plus tard là, pour le volet de l'accompagnement. Donc, pour comprendre la réalité terrain et parler avec les gens là, qui sont dans cette réalité-là, c'est le temps des témoignages. Donc, j'invite Madame Galland et Monsieur Place à ouvrir votre caméra. Et nous allons là, débuter cette section de témoignages en écoutant là, la portion là, de Madame Galland. Donc, elle est agente de planification, de programmation et de recherche. Et elle travaille dans l'équipe de la coordination des services alimentaires, volet gestion des menus au C3S de la Montérégie Centre. Il faut comprendre que la Montérégie, là, pour ce secteur-là, elle est divisée en 3. Elle est responsable de l'offre alimentaire du menu harmonisé. Déjà, elle va pouvoir vous expliquer ce que ça veut dire, de 11 établissements d'hébergement et de réadaptation du CI3SMC, ce qui représente environ 1200 résidents et patients. À cela s'ajoutent des menus pour 2 hôpitaux pour un ajout de 1000 patients. Donc, l'offre alimentaire inclut aussi bien le respect des politiques et directives de Santé Québec, les régimes et les conditions particulières des usagers, l'approvisionnement local, la gestion des bases de données informatiques, puis tout le reste qu'on nommera pas ici. Donc, vous comprendrez qu'il s'agit de nourrir environ 2200 personnes 3 fois par jour, 7 jours par semaine, à toutes les semaines. Quel beau défi! Je vous laisse la parole. Je vais présenter M. Place tout de suite, puis je vous laisse la parole par la suite, Mme Galland. Donc, par la suite, nous entendrons Pierre-Olivier Place, qui est propriétaire avec sa conjointe Josiane Clermont de l'entreprise L'Effet Bœuf à Saint-Robert. Donc, depuis 2023, l'intégration du volet transformation alimentaire avec une boutique à la ferme et un service de traiteur permet à ces producteurs de bovins de percer le milieu scolaire, communautaire et corporatif avec ses plats préparés. Donc, Madame Galland, je vous laisse les prochaines minutes là, pour présenter votre secteur et les défis, mais aussi les opportunités qu'on peut y trouver. Alors, bonjour tout le monde. Merci, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Écoutez, pour ma part, agent de planification à la programmation et à la recherche pour les menus, qu'est-ce que ça veut dire? Entre autres, si je ne veux pas devenir la reine des acronymes aujourd'hui, on va laisser ça à d'autres, mais effectivement, il y en a plusieurs dans notre secteur. Dans le 6 de la Montérégie, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie Centre, comme on a dit, il y a l'Est et il y a l'Ouest. Donc, ce dont je vous parle, c'est la réalité ici au centre qui peut différer, même si on est dans le réseau de la santé. Ça peut différer chez mes collègues à l'Est et à l'Ouest. Mais si
je prends un pas de recul et que je regarde au niveau de la Montérégie centre, ça veut dire 2 hôpitaux, 11 établissements d'hébergement qui servent des repas. Mais si on regarde au niveau de la Montérégie à sa grandeur, c'est 8 hôpitaux et 42 CHSLD, une cinquantaine d'établissements où un transformateur pourrait être tenté de cogner à la porte pour dire j'ai un produit à vous présenter et j'aimerais vous rencontrer. 50 endroits pour présenter son produit, ça pourrait être 50 endroits où on pourrait éprouver des difficultés à dire, mon Dieu, c'est donc bien compliqué, rencontrer la bonne personne pour présenter mon produit. Effectivement, si on a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut diminuer le nombre pour vous, pour les transformateurs, diminuer le nombre de portes à aller cogner pour présenter son produit. Parce qu'un produit, à la gestion, je vais reprendre ma phrase, à la gestion des menus, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est que c'est moi qui vais regarder la composition des menus pour nos établissements. Un menu à l'hôpital n'est pas le même qu'un menu en centre d'hébergement. Pourquoi la clientèle n'est pas la même? Une clientèle en court séjour à l'hôpital avec des problématiques de santé particulières va avoir besoin d'un menu qui est composé différemment que dans un centre d'hébergement où c'est la résidence des résidents qui y habitent. Donc, de la façon qu'on fonctionne ici au 6 de la Montérégie Centre, le menu est harmonisé à travers mes 11 établissements d'hébergement. On va avoir exactement le même menu dans l'établissement de Longueuil que dans l'établissement de Marieville, la même journée. Pas dans les 2 hôpitaux. On va avoir un menu qui est différent dans les hôpitaux. Donc, si on a un produit qui est à mettre au menu, on va préparer, on va analyser le produit, on va regarder sa composition, si c'est de quoi il est composé, si c'est bon, est-ce qu'il est disponible sur le marché, c'est quoi le réseau de distribution, à quelle clientèle je peux le servir et ensuite de ça, on va regarder dans quel menu on pourrait l'intégrer. L'intégrer dans un menu, ça se fait des mois d'avance. Présentement, je suis en train de travailler le menu de l'hiver prochain. Cet été, c'est fini. Le menu qui commence cet été, c'est terminé depuis un petit bout. L'hiver prochain qu'on est déjà en train de travailler. Donc, c'est des choses qui doivent se faire en plus de tout ce que Madame j'oublie son nom, disait tout à l'heure au niveau des lois qui entourent les contrats des organismes publics, mais il y a toute cette planification-là qui rentre en ligne de compte aussi. Par contre, comme on a dit tout à l'heure aussi, il y a des initiatives qui ont pris place, il y a des opportunités qui ont été saisies récemment, entre autres. Je vais vous parler d'une initiative, entre autres, qu'on a fait ici au 6 de la Montérégie Centre qui pourrait vous démontrer que c'est possible. C'est possible d'implanter des nouveaux produits. Si on a, encore une fois, on met les énergies au bon endroit, on saisit les occasions et qu'on est patient. Mais ça se fait, il y a une très, très bonne réceptivité de la part des gens du réseau. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on doit naviguer des fois à l'intérieur d'un labyrinthe qui peut donner l'impression que c'est inaccessible, mais ça l'est. Je vais vous donner comme exemple un produit qu'on a souhaité retirer un peu de notre menu. On en a parlé tout à l'heure, les fameux produits plutôt américains, les Boost et les Ensures qu'on avait au menu qui servent de supplémentation pour notre clientèle qui ne va pas pour un besoin
particulier temporaire ou de façon plus permanente qui ne va pas combler tous ses besoins avec l'alimentation. On servait beaucoup de suppléments commerciaux à l'intérieur de nos menus. L'an passé, 2025, juin, avec le début d'un nouveau contrat pour les suppléments, on a revisé complètement notre façon de faire et de se re-questionner sur l'objectif qu'on avait pour notre clientèle, c'était qu'il y ait un apport alimentaire qui était plus grand. Bon, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? De dire, le supplément, est-ce qu'il est bien consommé? Plus ou moins, attendez, on va voir si on est capable de renverser la machine et d'en produire un maison à base de produits québécois. Un lait protéiné qui rentre graduellement sur le marché, mais de plus en plus, un lait protéiné et on va appeler ça d'autres ingrédients, des bases de saveurs qui sont québécoises aussi. On a travaillé très fort, mais ça a pris des semaines, voire des mois à travailler la recette, mais maintenant, c'est en place. C'est en place le breuvage enrichi maison, qui est à base de produits québécois, a remplacé la majeure partie des suppléments nutritifs commerciaux qu'on achetait. On voit une très grande, on commence à ressentir les effets là, au niveau des achats de façon très notable. On remarque aussi une plus grande consommation. On remarque plein d'effets positifs à ce niveau-là, mais il y a derrière ça plus d'un an de travail pour y arriver. La suite de ça, c'est qu'on trouve tellement intéressant d'avoir des produits comme ça que là, on a engagé des conversations et on a contacté d'autres établissements autour, d'autres CIS, d'autres CIUS. On a partagé nos recettes, on a partagé nos bons coups, nos mauvais coups par rapport à ce changement-là. Et là, il y en a d'autres qui ont emboîté le pas. Il y en a d'autres qui le font ailleurs aussi. Et on a aussi engagé des conversations avec le CAG, la Centrale d'approvisionnement du Québec, avec des transformateurs pour avoir, je vais nommer un fameux lait protéiné comme ça, comme on retrouve aussi en vente au détail, mais le retrouver en petits berlingots pour l'avoir dans nos plateaux. On pense qu'on est parti pour quelques mois de discussion, mais on est convaincu qu'on va y arriver aussi et que ce sera quelque chose qui sera disponible pour le réseau. Donc, ça, c'est une initiative qui a été mise en place. Autrement, il faut se trouver avec les transformateurs et le réseau institutionnel, il faut se trouver des lieux de rencontre, des façons de se rencontrer pour que l'on soit en mesure de connaître, que les transformateurs connaissent nos besoins et que nous connaissions les produits qui existent. Comment ça se fait de créer des rencontres? Mais c'est autant du côté des transformateurs que des institutions de participer aux événements qui peuvent avoir lieu, autant ceux organisés par Aliments du Québec au menu, par l'ITHQ, par les salons. C'est toujours le lieu de rencontre où on peut avoir des conversations qui font que nos besoins se rejoignent. C'est beaucoup plus efficace, je vous dirais, que de venir cogner aux 50 portes que je vous nommais au début. Dans le milieu, il y a des belles avancées par rapport au niveau du réseau, par rapport à, si je regarde juste il y a 5 ans, même 4 ans, le poste que j'occupe présentement n'existait même pas. Si on voulait communiquer avec le CIS, il fallait chercher dans une boîte puis dire, c'est-tu les approvisionnements, c'est-tu directement au service alimentaire? Il n'y avait pas cette porte d'entrée-là unique pour pouvoir parler à quelqu'un. Des personnes qui occupent les fonctions similaires aux miennes, du côté de Montérégie-Est, oui, il y a une personne, Montérégie-Ouest aussi, dans tous les autres CIS et CIUS, mais encore là, ça peut différer. Je voudrais, il s'agit de trouver la personne avec qui on peut parler, mais il y a aussi d'autres
d'autres moyens, d'autres organismes. Je pense à Umami, à Saint-Hyacinthe, qui est un découlant du MAPAC, qui vient créer des liens entre les transformateurs et le réseau afin justement de mettre en lien, de dire qu'est-ce que vous offrez comme transformateur et comment ça peut se rendre, le chemin à parcourir pour se rendre jusqu'aux institutions et qu'ils croisent le besoin des institutions. Mais ça, c'est un facilitateur. Écoutez, moi, je dirais que c'est mes meilleurs amis depuis la dernière année. Le Centre Umami, on a vraiment de belles choses. Et des fois, ce n'est pas dans mon organisation à moi que nous sommes prêts à aller vers ce produit-là, mais c'est dans une autre organisation et là, c'est en communiquant les informations, en mettant en lien les personnes qu'on a réussi à faire débloquer des dossiers. C'est long le parcours pour intégrer un item au menu. Je vais penser, et je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, je vais en nommer un qui est en Montérégie aussi, des petits beignes aux pommes de terre, à l'érable, les beignes Nami qui sont sur le marché j'ai rencontré l'an passé à Saint-Hyacinthe, je suis partie avec de leurs produits. J'ai fait goûter ça à tous mes chefs de service en place. On disait, oh mon Dieu, c'est excellent ce produit-là pour notre clientèle hébergée. Pas dans les hôpitaux pour l'instant, ça n'irait pas, mais dans les clientèles hébergées, ce serait, elle est là, Amanda, bonjour Amanda, c'est parfait, ce produit-là était parfait, il rencontrait plein de fonctions, un petit manger-main, parce que mes personnes âgées, c'est ce qu'on cherche le plus pour garder leur autonomie. Ça allait pour mes critères pour le donner aux gens diabétiques, parce que c'est ça la plus grande partie de ma clientèle en hébergement. C'est une texture qui est molle. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 50% des gens qui mangent en texture modifiée à l'hébergement. Ils répondaient à tous ces critères-là. On a dit, merveilleux, comment on peut se le procurer? Ah, les liens étaient déjà faits dans un réseau de distribution. Il y a même d'autres réseaux de distribution pour ce mets-là, parce que moi, si je le mets au menu, si je veux le mettre au menu, je dois être assurée qu'on est capable de venir livrer dans la région de Longueuil pour peut-être une dizaine de caisses à la fois, mais aussi dans la région de Marieville pour une caisse. Si ce n'est pas possible, ça peut être un frein qui fait je ne peux pas le mettre au menu, ce produit-là, parce qu'il ne sera pas livrable dans un établissement plus isolé. Donc, moi, mon menu harmonisé, il ne fonctionne plus à ce moment-là. Donc, le petit beigne aux pommes de terre, il a commencé par être mis au menu d'un événement spécial. Coup de cœur. Il n'y avait plus juste moi qui était gagné, tout le monde était gagné. Là, il devient disponible à tous nos 1200 résidents à partir du menu d'été au début du mois de mai. Ça, c'en est une histoire qui est partie de « on voudrait bien », on est rendu là. Mais elle s'étale sur presque un an. Mais il y en a des belles histoires comme ça. Il y en a tout plein d'autres à écrire. Merci. C'est tellement un beau partage, Luce, d'entendre ça. Et je pense qu'Amanda, elle est contente que vous l'ayez souligné. Mais effectivement, c'est des choses de longue haleine. Il faut s'y prendre d'avance. Puis il ne faut pas penser qu'il ne faut pas arrêter après le premier obstacle ou le premier non. Hein. Jamais. Et voilà. Ah, ben super. On vous retrouve tantôt. On laisse la place à Pierre-Olivier pour nous parler de comment lui, il a réussi à intégrer le milieu des HRI. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Merci Sandra, merci de toute la gang du MAPAC. C'est très flatteur et gratifiant d'avoir été invité pour ce petit webinaire-là. Surtout que nous, on est une jeune entreprise, on a environ 3 ans, là, puis j'écoutais Luce parler, puis je me disais que si je l'aurais connu avant, j'aurais peut-être pas grand-chose à raconter aujourd'hui. Nous, dans le fond, pour vous situer, là,
Je suis actionnaire avec ma conjointe de l'entreprise à 50%. À la base, on retourne il y a 5 ans en arrière, on était des producteurs de bovins de boucherie. On faisait une 60aine de bœufs par année. Puis avec la pandémie, on a vu carrément qu'il y avait une belle opportunité là, de pousser la mise en marché de nos produits. Fait qu'on a commencé premièrement à faire une boutique à la ferme, ensuite à transformer un petit peu les produits, des saucisses, smoke meat, des choses comme ça. Depuis maintenant 2 ans, on est vraiment un traiteur. Fait qu'on fait des petits plats prêts à manger qu'on envoie dans plusieurs secteurs. Je vais vous parler surtout aujourd'hui de ce qu'on fait avec le scolaire, là. Mais on les envoie dans les entreprises. On a des réseaux de popotes roulantes aussi. On a des CPE. Puis plusieurs écoles là, maintenant. Là, puis la croissance continue. On produit environ 2000 plats par semaine. Puis on devrait finir l'année autour de 3000 plats. Puis on a des objectifs là, de plusieurs milliers de plats comme ça pour les prochaines années. Puis pour nous, c'était vraiment une question de survie là, comme producteur. Là, c'est difficile de prendre l'expansion. Puis les marges sont faibles. Fait qu'en ciblant la transformation, on avait comme une belle façon de dynamiser notre entreprise. Le scolaire, c'était même pas prévu au départ. Là. C'était vraiment un addon. C'est une petite école locale. Parce que nous, on est à Saint-Robert, en Montérégie. On est tout près de Sorel, qui est une petite ville, environ 30 000 habitants. Fait qu'on n'est pas loin de tout, mais on n'est pas proche de rien non plus. On est environ à 30 minutes de Drummondville, 30 minutes de Saint-Hyacinthe, puis 45 minutes de Boucherville. Un autre 45 minutes de Trois-Rivières. On a plusieurs petites écoles de campagne et des moyennes écoles de petites villes qui sont autour de nous. Puis il y a une de ces écoles-là qui avait perdu son prestataire de service puis se trouvait un petit peu mal pris. Fait que c'est eux, ils ont pris une chance. Ils nous ont contactés, savoir si on pourrait les dépanner pendant une période XYZ avec des petits plats prêts à manger pour les enfants à l'école primaire. On a embarqué là-dedans. Là, nous, ça nous a tout de suite allumé une cloche. Puis dans tout le processus, nous, on était vraiment chanceux parce que si on aurait été, par exemple, proche de Longueuil, où on aurait travaillé avec des très gros traiteurs, on était en compétition avec des gens qui font du 8, 10, 12 000 plats par jour, comme ça existe, on n'aurait probablement pas pu se faire une place, puis on n'aurait même pas vu l'opportunité parce que ça n'aurait pas été accessible pour nous. Donc, on a eu la chance, de par notre région, d'avoir accès à une petite école pour commencer, puis de voir qu'il y avait vraiment un besoin. Puis là, ça nous a vraiment allumé une lumière. Regarde, on va faire le tour, puis on va s'informer, puis ça revient. Là, je reviens vraiment avec ce que j'ai entendu de là. Mon parcours, en fait, c'est simple. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire, idéalement. C'est qu'on a communiqué vraiment école après école, une direction après une direction. Même dans certains cas, c'était trois langages séparés. Là. C'était la secrétaire, la directrice du service de garde, puis on finissait avec la directrice. Souvent, on se faisait dire non, on se faisait regarder de travers un peu, mais on a persévéré. Les écoles, ça a pris jusqu'à 2 ans avant qu'on réussisse à avoir quelque chose. Finalement, par exemple, quand on rentre sur place, les gens sont contents. Surtout qu'on contrôle la chaîne vraiment du début à la fin. Fait qu'on réussit quand même à se démarquer de nos compétiteurs de par la qualité des produits, en étant aussi de plus agrossi, puis on est compétitif au niveau du prix. Mais moi, vraiment, c'est simple. De mon côté à moi, percer ce marché-là, pour moi, c'est réaliste, mais de la vision je dirais même que, je ne sais pas dire que j'ai, mais là, avec ce que j'entends, puis il y a des outils que je ne savais même pas qu'ils existaient, c'est la vision que j'avais. C'est qu'il faut vraiment passer one-on-one. Puis le petit conseil avec ma petite entreprise que j'aurais pu donner, c'était il faut que tu laisses ton orgueil dans le garde-robe, puis t'as pas peur de te faire dire non, puis il faut vraiment être persévérant. Sinon, je pense pas qu'il y ait vraiment des moyens. Mais là, avec les outils que j'ai entendus tantôt, là, c'est sûr qu'avoir su ça, puis m'être fait présenter ça il y a 2-3 ans, j'aurais sauvé vraiment énormément d'énergie. Puis on a passé proche à plusieurs reprises de se décourager, mais ça nous aurait évité probablement beaucoup de ces facteurs-là. Puis ce qu'on réalise aussi, c'est on évite beaucoup d'erreurs aussi à passer par des canals comme ça, parce que moi, maintenant, on est rendu dans 4 commissions scolaires différentes. Un petit peu plus d'une vingtaine d'écoles, mais chaque commission scolaire a ses particularités, a sa façon différente d'établir les contrats. Dans certains cas, c'est chaque école individuellement. Dans d'autres cas, c'est le centre de service scolaire au grand complet qui vient dans un package. Mais ça, ça nous a occasionné beaucoup de questionnements, beaucoup de défis de se faire une tête avec ça puis d'enligner notre produit. Notre façon de faire le produit puis de faire notre service a évolué énormément dans le temps parce qu'on a fait beaucoup de tâtons puis d'essais-erreurs.
Puis on est chanceux parce qu'on est dans un milieu, comme j'ai dit tantôt, on est plus en milieu rural. Fait que on a commencé par petits groupes d'écoles. On rajoutait une école, on rajoutait 2 écoles, on rajoutait 3 écoles. Fait que notre essai-erreur, si on veut, n'a pas été catastrophique parce qu'on faisait des tests pas sur à coups de 10, puis de 15, puis de 20 écoles. On faisait des tests sur 2 écoles. Mais aujourd'hui, les écoles avec lesquelles on a fait ces tests-là, il y en a que les commandes sont revenues à un niveau super intéressant. Mais dans certains cas, on s'est un petit peu brûlé. T'sais, on a fait des tests qui n'étaient pas super alignés avec ce que la clientèle voulait. Fait que moi, ce que j'ai entendu tantôt, c'est vraiment intéressant. Si on m'arrive ce matin avec une marche à suivre, un meeting ou une rencontre 2-3 fois par année où je peux aller puis je peux rencontrer des gens de plusieurs milieux où je peux présenter mes produits, ça va être vraiment un gros plus puis ça va me sauver beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Là. En fait, moi, je pense que le simple message que je peux sortir, c'est je pense que j'ai fait le parcours qui est le moins recommandé, mais je pense que s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est que si on est persévérant, on va y arriver. Mais là, je pense aussi que la leçon que moi, j'en tire de ce que j'entends là, c'est vraiment de bien se faire accompagner. Des fois, par exemple, je lance la peine au MAPAC un peu, c'est difficile de les trouver, ces canals-là. Fait que je pense que c'est ça. Il faut retenir la leçon de ne pas avoir peur de s'entourer, de chercher, pas nécessairement à avoir le contrat directement par nous autres mêmes, mais de bien s'entourer. Puis de rester à l'affût justement des canaux de communication locaux avec lesquels on peut peut-être se simplifier la vie puis pas faire ce que moi j'ai fait à travers tous ces mois et années-là. Ça ferait pas mal le tour. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de placoter avec vous autres. Bon, fait que ce que je comprends, là, Pierre-Olivier, c'est d'avoir une équipe autour, de rester proche des conseillers du MAPAC, qu'on puisse créer des liens, qu'on puisse faire du référencement, puis tout ça, c'est quelque chose que tu aurais, là, que tu aurais apprécié, puis qui aurait probablement aidé et facilité toute cette progression-là que vous avez eue là, depuis quelques années. Oui, il ne faut pas, tu sais, puis comme on en parlait un petit peu avant le webinaire, là, mais c'est important aussi il ne faut pas s'attendre non plus à aller chercher un service clé en main. Ça, c'est le bout où il ne faut pas tomber, là, parce que ça reste que, tu sais, moi je pense, puis si c'est des transformateurs, des producteurs qui sont sur le webinaire, tu sais, c'est nous autres qui connaissons le mieux notre produit. Fait que, tu sais, je pense à un simple canal de communication. Après ça, il faut vraiment que ce soit l'entrepreneur. Je pense qu'il ne faut pas chercher des solutions miracles non plus. Là. OK. Je comprends bien la distinction. C'est bien que tu l'aies là, que tu l'aies précisé. Puis, juste pour bonifier, dans votre cas, tout passe par votre site Internet. Les commandes et tout ça, là, tout se fait directement en ligne. Fait que c'est les parents qui vont là, directement faire les achats là, pour les besoins là, à chaque semaine. Oui, puis tu sais, je pense que ça fait partie des choses. Des fois, ça peut paraître intimidant, là, des grosses structures comme ça. Mais dans mon cas, on était quand même chanceux parce que dans certains. Puis chanceux, surpris surtout, dans certains secteurs, surtout dans le scolaire, il y a possibilité de pas. Je pense que le message serait de ne pas avoir peur d'essayer d'améliorer le système puis d'arriver avec des suggestions. Parce que c'est pas quelque chose qui était nécessairement commun à notre façon de fonctionner. Puis, tu sais, il y a eu de l'ouverture là, de certains centres de services scolaires à procéder de cette façon-là. OK. Parfait. Bon, ben super. Ben, merci beaucoup pour ce partage-là. Autant Luce que Pierre-Olivier, là, vos témoignages, vos conseils là, illustrent très bien comment un geste à la fois, on peut tous mettre un peu plus d'aliments du Québec dans nos assiettes. Puis, corrige-moi, Pierre-Olivier, si je me trompe, mais au-delà de tes produits à toi qui sont dans les assiettes, il y a aussi, je pense que tu te fais un devoir d'avoir des produits, des producteurs autour de chez vous, justement, là, quand tu prépares là, les plats qui sont servis dans les écoles. Là. Oui, exactement. C'est sûr qu'on a des contraintes de pricing comme tout le monde à respecter, mais oui, effectivement, puis je m'en sers beaucoup comme argument de vente. Nos contenants sont tous fabriqués au Québec, on les achète locaux, c'est biodégradable. Il y a aussi plusieurs produits de producteurs partenaires là, qui rentrent dans les assiettes des enfants. Puis ça devient un argument distinctif aussi, surtout dans le scolaire, quand on vend directement aux parents. C'est un super bon argument de vente. Puis je pense que les produits locaux,
ça va être une arme. Tu sais, plus le temps passe, plus ça devient une arme de vente. Les consommateurs recherchent ça. Puis, tu sais, des fois, on a comme producteur, j'ai plusieurs amis aussi dans ma situation. Puis, tu sais, on a peur de proposer nos produits. Ah, on ne sera pas capable de les compétitionner. Ah, ça va être trop cher. C'est vrai, ça, c'est une contrainte. Mais en contrepartie, ça devient un super bel argument de vente pour tout le plus que ça va apporter. Ah ben, c'est parfait ça. Merci pour la précision. Donc, juste avant d'aller à la période de questions, d'ailleurs, je vous invite à les écrire dans le clavardage là, tout au long des présentations. Peut-être qu'il y a des gens, même présentement, là, qui ont des questions. Donc, je vous invite à aller les écrire là, dans le clavardage. Donc, avant cette période de questions-là, je réinvite Rose-Marie à venir vous parler justement de l'accompagnement possible pour ceux qui aimeraient ça, se faire aider dans cette démarche-là qui peut sembler, effectivement, là, tantôt, Luce le disait bien, là, comme un labyrinthe, puis peut-être que c'est deux labyrinthes qui sont superposés, mais qu'il faut s'assurer de trouver le bon chemin pour que les deux parties se retrouvent. Fait que Rose-Marie, je te laisse les prochaines minutes. Oui, merci encore, Sandra. Oui, donc je voulais revenir un petit peu sur l'offre d'accompagnement là, qu'on essaie de mettre en place dans le cadre de la stratégie de la SNAC. Il y a plusieurs d'entre elles, des partenariats qu'on a en place, des projets qu'on déploie qui sont adressés au milieu institutionnel, parce que comme on l'a dit, comme Luce l'a exprimé, c'est aussi complexe à naviguer de leur côté en tant qu'acheteur. Avec le fonctionnement, c'est des gros organismes. C'est pas toujours évident là, aussi de bien connaître le marché local, l'offre locale. Donc, on met plusieurs outils en place pour les soutenir, eux, de leur côté. On a entre autres l'organisme M361, anciennement Québec en forme, qui, eux, déployaient des appels de projets là, pour les écoles, pour faire des projets un petit peu de la ferme à la cafétéria de ce genre-là, là, pour inciter les écoles à s'approvisionner davantage local. On a aussi l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui offre de l'accompagnement gratuit là, aux institutions publiques, un accompagnement personnalisé gratuit, là, clé en main, où est-ce qu'on va vraiment aider les institutions à faire plus d'achats local. Puis, on a Aliments du Québec, principalement avec son programme de reconnaissance, là, dans le fond, qui vise à encourager puis à reconnaître là, les institutions publiques, mais aussi les restaurateurs là, qui mettent les produits québécois au menu. Aliments du Québec, c'est aussi, bon, ils ont ce programme-là de reconnaissance, mais c'est aussi un très, très bon outil pour faciliter le repérage des produits québécois. Ils font aussi beaucoup d'activités de promotion, de maillage d'affaires avec des distributeurs, avec les institutions elles-mêmes. Donc, c'est aussi très intéressant pour les entreprises là, de regarder l'offre de services d'Aliments du Québec parce que ça peut être une belle façon de se positionner comme un produit québécois. Hein, parce que si on veut acheter local, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui est local ou pas. Donc, ça peut être intéressant de passer par là. C'est quand même un outil facilitant beaucoup. Mais je voulais m'attarder davantage là, sur l'offre d'accompagnement pour les entreprises, les transformateurs, les producteurs. Un des partenariats qu'on a en place, c'est avec le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Donc, un regroupement de tables, c'est un organisme qui fédère, là, donc un réseau de tables qui, elles, sont présentes en région. J'ai mis, je pense, la plupart des logos de leurs membres dans le bas ici. Donc, pratiquement toutes les régions du Québec, toutes les régions du Québec ont leur table de concertation bioalimentaire ou un organisme équivalent qui fait partie de ce regroupement-là. Donc, avec le regroupement, de manière centrale, au niveau du regroupement, eux développent des outils qui sont destinés aux entreprises pour les soutenir dans leur démarche de commercialisation vers le marché institutionnel. Entre autres, là, ils ont des webinaires thématiques sur différents enjeux, sur différentes réalités, questions liées au marché institutionnel qui sont destinés aux entreprises. Ils ont développé aussi une cartographie des distributeurs régionaux, donc tous les petits et moyens joueurs de la distribution partout un peu au Québec. On essaie de les répertorier, de mieux les connaître, de comprendre leur offre de produits, de comprendre leur territoire de livraison pour faciliter le maillage d'affaires, pour faciliter la possibilité pour les entreprises d'être distribuées, puis pour les institutions de trouver des distributeurs, des fournisseurs locaux. Ils font aussi une veille et une diffusion là, des avis qui sont publiés sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, qui est la plateforme officielle d'avis d'appel d'offres, d'avis d'appel d'intérêt. Quand les institutions cherchent à dialoguer avec le marché ou cherchent à aller chercher des soumissions, ça va passer par ce système électronique-là. Puis eux autres, là, au RTCBQ, font une veille hebdomadaire, là, où est-ce qu'ils vont, dans le fond, faire ressortir tout ce qui est lié à l'alimentaire, l'approvisionnement alimentaire, puis ils vont le diffuser là, dans leur réseau pour faire connaître ces opportunités-là.
ils développent aussi là, toutes sortes d'autres outils. Puis avec la discussion qu'on a eue ce matin là, avec Pierre-Olivier, je pense qu'il y a d'autres beaux outils là, qui pourraient être développés pour guider un petit peu plus là, les transformateurs dans ce chemin-là, parcours du conquérant là, vers le marché institutionnel. Donc, d'ailleurs, Pierre-Olivier, là, on pourrait s'en reparler de ça. Je pense que tu m'as mis la puce à l'oreille là, pour la suite des choses. Mais donc, des outils qui peuvent être développés pour soutenir les entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'ils font au niveau du regroupement, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de ce partenariat-là qui passe par les tables, elles, présentes sur le terrain. Donc, la majorité d'entre elles là, vont déployer des projets qui visent le marché institutionnel, que ce soit des événements de rencontres d'acheteurs. Là, Luce, tu mentionnais, c'est un de nos objectifs, nous, de multiplier les occasions de rencontrer les acheteurs publics, que les entreprises puissent aller à leur rencontre, que les acheteurs publics aient des moments aussi où est-ce qu'ils peuvent aller à la rencontre des entreprises, des producteurs locaux. Donc, on passe aussi à travers les tables pour ce type d'occasion-là, ce type d'événement-là. Il y en a plusieurs qui sont organisés en région. Je sais qu'il y en a en Estrie, il y en a eu aussi au Saguenay. Donc, les régions utilisent le financement qu'on leur offre de manière différente et variable. Ça peut prendre la forme d'événements. Des fois, c'est des comités institutionnels où est-ce qu'on va carrément mobiliser les institutions du territoire à s'asseoir autour d'une table à discuter avec les producteurs, ce genre de choses-là. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont déployées par ces tables-là. Moi, je vous recommande de vous informer là, auprès de votre table régionale ou même auprès du regroupement sur l'offre d'accompagnement qu'ils peuvent vous offrir. Eux sont très bien placés pour vous guider vers les différentes ressources, vers les événements ou vous mettre en contact avec des institutions dans certains cas. Donc, ça peut être très efficace là, de prendre contact avec les tables régionales. Un autre partenariat qu'on a, puis ça fait écho à un autre des points, bien, en fait, Luce les a très bien introduits, le Centre UMAMI, qui est un centre de recherche et développement, si on veut, dans le fond, qui veulent offrir aux entreprises la capacité de faire de la recherche et développement quand on n'a pas cette capacité de le faire à l'interne là. Donc, il y a de l'accompagnement pour ça. Puis nous, on travaille avec eux pour spécifiquement adapter des produits aux besoins et attentes des institutions publiques. Là, Luce l'a mentionné, il y a des besoins qui sont parfois très, très pointus, très, très spécifiques sur les textures, sur la composition nutritionnelle des produits, dans la santé particulièrement. Dans d'autres réseaux scolaires ou de l'enseignement supérieur, ça peut être d'autres besoins plus au niveau des formats qu'on va avoir besoin des portions individuelles ou au contraire, on va avoir besoin des plus grosses portions en vrac. Donc, ça peut être ce type d'accompagnement-là qui est offert aux entreprises. Puis, c'est très intéressant leur approche parce qu'ils vont vraiment parler beaucoup avec les institutions publiques pour les entreprises, au bénéfice des entreprises. On va aller challenger ce produit-là. Est-ce que vous pourriez le rentrer dans vos menus? C'est quoi les limites? C'est quoi les défis? C'est quoi les avantages pour vous de rentrer ces produits-là? Donc, ça permet vraiment là, de développer puis d'offrir des produits puis vraiment adaptés au marché institutionnel. Je pense que Luce a bien montré son appréciation de leur façon de travailler à UMAMI. Donc, c'est super intéressant ce qui peut être là, fait là. Il y a plusieurs petites entreprises comme, je pense à Boréalais en Abitibi, qui voulaient développer des logos individuels pour rentrer dans les CPA de leur région. Donc, un plus petit projet vraiment à portée régionale. Puis, on a d'autres plus grosses entreprises, là, La Sonde, Fontaine Santé, qui, eux, voulaient développer des produits là, pour rentrer là, massivement dans le réseau de la santé, par exemple. Donc, vraiment, là, un accompagnement personnalisé en cohorte d'entreprise pour pouvoir bénéficier là, de la synergie, des échanges, des expériences des autres entreprises aussi. C'est très intéressant ce qu'ils font. Donc, ils ont fait à date là, 4 cohortes de 15 entreprises. Il y en a d'autres. On travaille là, activement à ce qu'il y en ait d'autres qui viennent dans les prochaines années aussi. Donc, une autre belle offre d'accompagnement. On est sérieusement intéressé à percer le marché institutionnel pour développer et offrir des produits adaptés. Un autre partenaire important, c'est le Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal. Lui, c'est une table, en fait, du regroupement, mais qui est très pionnière. Ça fait longtemps là, qu'ils sont proactifs et qui sont très innovants dans leur approche. Donc, on travaille avec eux, pas juste pour l'île de Montréal, mais pour des projets qui ont vraiment une portée provinciale. Je pense entre autres là, à la grande dégustation des produits d'ici et les rencontres d'acheteurs virtuels, qui sont justement une autre occasion là, d'aller à la rencontre des acheteurs publics, de permettre aux entreprises locales de faire connaître leurs produits, que ce soit à travers des rencontres d'acheteurs virtuels ou la grande dégustation, qui est un salon qui prend de l'envergure à chaque année à Montréal, où est-ce qu'on encourage les entreprises d'un petit peu partout à venir présenter leurs produits. C'est une excellente occasion, après avoir eu des rencontres virtuelles, par exemple, de faire goûter, de faire découvrir des produits.
Puis, ils ont un hub logistique également là, qui, lui, vise à faciliter l'aspect logistique, la livraison. Les institutions publiques ont des défis opérationnels. Pour eux, c'est très facilitant d'avoir un point de facturation, un point de commande, un point de livraison. Donc, le hub veut offrir ça aux entreprises québécoises, faciliter l'entrée là, une première fois dans une institution qui va être grandement, qui va pouvoir plus facilement s'approvisionner auprès de cette entreprise-là si ça passe par une solution logistique comme ça. Donc, plusieurs centaines de produits qui sont là-dessus, plusieurs institutions publiques qui sont engagées, qui achètent auprès de ce hub-là. Donc, une belle solution logistique pour faire son entrée. Donc, je vais vous laisser là-dessus, mais si je peux quand même juste faire une petite synthèse du bon parcours, peut-être, là, ça serait justement d'aller à la rencontre des acheteurs publics, de se parler, de se connaître, de se comprendre c'est où son créneau, c'est-tu dans la santé où il y a des gros volumes d'achats, c'est-tu peut-être dans les CPE où c'est plus petit, plus accessible. Après ça, d'offrir des produits qui répondent bien aux besoins de ce créneau-là qu'on a identifié. Puis ensuite, ça va être l'aspect logistique, livraison là, qui va être à régler pour pouvoir vraiment là, accéder au marché, aller chercher des contrats ou aller offrir officiellement un approvisionnement. Voilà. Mais merci, Rosemary, de nous avoir présenté des leviers vraiment concrets puis auxquels là, les entreprises, les entrepreneurs peuvent se rattacher. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, je réinvite Luce et Pierre-Olivier à ouvrir leur caméra. On serait rendu, là, il nous reste quelques minutes, mais c'était tellement intéressant que je me disais, on ne peut pas se passer là, de ces belles informations-là. Donc, s'il y en a qui ont des questions, ce serait là, le moment. Abdel, Oui. qui va animer là, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage? Non, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais en attendant, moi, j'en ai une pour Madame Galland. On a entendu un peu tantôt M. Place en parler. Moi, je veux savoir pour un transformateur, un producteur, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que justement ça facilite notre percée dans ce marché-là? D'accord. Alors, à ça, je répondrais, qu'est-ce qu'il faut éviter? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour un transformateur, éviter de disperser ses énergies tout partout en frappant peut-être aux 50 portes, là, que si on peut garder cette image-là, en frappant aux 50 portes parce que chacune des portes à laquelle on cogne, si on n'a pas accès à la bonne personne ou avec les bonnes informations, c'est un petit peu de découragement qui s'installe. Et ça, on ne veut pas ça là, pour les transformateurs parce que ils arrivent toujours avec, quand on veut présenter un produit, on y croit. On le sait, il faut avoir intrinsèquement là, cette volonté-là. Donc, si on se frappe à des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'on ne veut pas, juste parce qu'on n'est pas au bon endroit. Ça, c'est décourageant. Donc, peut-être que quand on veut contacter au niveau des institutions, la première des choses, avant d'embarquer dans son speech, parce qu'on a réussi à parler à quelqu'un, c'est de demander si on s'adresse à la bonne personne. Est-ce que si j'ai un produit à vouloir offrir au réseau de la santé, est-ce que c'est à vous que je dois m'adresser? Parce que si on sait à la fin de notre speech que la réponse est, bien écoutez, c'est pas à moi qu'il faut vous parler, c'est intéressant la conversation qu'on a eue, mais ça peut devenir décourageant. Donc, est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Sinon, est-ce que vous pouvez me diriger vers la bonne personne pour l'avoir? Et pour un transformateur, toujours avoir en main ou en tête 3 choses qui pour moi sont des incontournables. Est-ce que vous avez une fiche de votre produit qui me décrit ses ingrédients, ses allergènes, parce que c'est incontournable pour moi. J'ai besoin de ça. Est-ce que vous avez un réseau de distribution ou des intentions de réseau de distribution? Nommez-les. Et bien sûr, le coût. On s'en sortira pas. Ce n'est pas toujours parce qu'on veut aller au plus bas coût. Oui, il y a des enjeux de portefeuille. On se le cache pas. Mais si votre produit a une plus-value d'une autre façon qu'avec un bon réseau de distribution, une belle valeur nutritionnelle ou ça répond à mon besoin, il y a moyen de le défendre. Mais il faut au moins être capable de répondre à la question, ça tourne autour de combien? Pas besoin de la scène près, mais ça tourne autour de combien?
Voilà, ce serait ce que je dirais. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ah, ton micro est fermé, Abdel, je crois. J'ai dit merci, mais j'en ai pas d'autres questions dans le clavardage. Merci. Désolé. On a cependant un participant qui a levé la main. Est-ce que c'est possible d'ouvrir votre micro? Parce que j'ai vu que vous tentiez d'écrire. Voilà. Je viens de la voir. C'est bon. Oui. OK. Bonjour tout le monde. Ma caméra, je pense qu'elle est bloquée, mais c'est correct. Là, moi, c'est Zoraïde Bentelis, directrice de l'ITEGA. Et je suis très impressionnée par les initiatives et les bons coups faits pour pousser le marché institutionnel avec des produits locaux et québécois. Mais je posais une question par rapport à la fiche de produits qui vient d'être nommée par Madame Luce Galland, la place que vous faites par rapport au packaging. On a tendance à penser que le packaging ne fait pas partie du produit, mais dans le contexte actuel des réglementations qui s'implantent au niveau de la REP, au niveau des exigences environnementales, nous, on vit la réalité que beaucoup d'emballages dits nouveaux, dits performants, dit compostable, recyclable et tout, il n'y a plus de fiches, là, il n'y a plus de traçabilité, la réglementation est très floue et vu l'importance du côté santé, c'est juste une expérience que je partage. J'invite les transformateurs à être vigilants par rapport à leur choix de packaging et choix d'emballage, de s'assurer d'avoir le bon matériau, la bonne nomenclature et la bonne inertie, qui ne contiennent pas, par exemple, des composés qui vont migrer par la suite, etc. Donc, c'était ça. Merci. Merci pour votre commentaire. C'est effectivement un bon point. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, j'aurais aimé qu'on puisse prendre d'autres questions, mais nous avons déjà dépassé d'une minute la durée de notre webinaire. Donc, je remercie tous nos invités pour leur présentation éclairante et merci à vous, chers participants, pour votre présence. Nous espérons que cette rencontre vous aura permis de simplifier les principes de la mise en marché en SRI et donnera le goût à certains d'entre vous de saisir cette occasion d'affaires en faisant le premier pas. C'est toujours le plus difficile à faire. La rediffusion sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube du MAPAC. Puis nous sommes toujours à la recherche de sujets pour les webinaires. Donc, envoyez-nous vos suggestions par courriel. Ça va nous faire plaisir de les considérer. Au nom de toute l'équipe de transformation alimentaire du MAPAC, nous vous souhaitons, et de transformation, bien sûr, je m'excuse, je ne voulais pas oublier Dani, nous vous souhaitons un bon succès dans vos projets et n'hésitez pas à nous rejoindre avec les coordonnées que ma collègue Julie dépose dans le clavardage. Donc, on se revoit bientôt pour le prochain webinaire qui devrait normalement être en juillet. Donc, vous recevrez l'invitation par courriel comme on le fait normalement. Merci encore Rosemary, Luce et Pierre-Olivier. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce midi.